Hi everyone, bon après-midi à tous et à toutes. En fait, je tiens premièrement à étendre vraiment mes sympathies là, pour les deuils qu'on vit ces temps-ci. Je vois circuler à beaucoup d'événements auxquels j'assiste, en fait, des personnes qui décèdent à chaque semaine. Puis je pense qu'on a vraiment un devoir, en fait, de tous et toutes se questionner aujourd'hui, à savoir qu'est-ce que individuellement aussi on peut faire plus au niveau de nos démarches, mais pour vraiment entraîner des changements au niveau des pratiques. Je pense qu'il y a énormément de personnes qui ont pris part, en fait, qui ont pris parole aujourd'hui et qui nomment des enjeux qui sont primordiaux à adresser, et ce, dès aujourd'hui. Donc là-dessus, en fait, je tiens à resituer un petit peu. De mon côté, j'arrive depuis l'opération d'un service d'injection supervisée mobile à Montréal. Donc, en fait, l'Anonyme vraiment coordonne ce service-là depuis le 19 juin 2017. En fait, ça fait déjà 4 ans, mon Dieu. Et puis, je tiens à mentionner que vraiment, on rencontre beaucoup de personnes en situation de désaffiliation sociale, beaucoup de personnes qui vivent dans la rue, plus de femmes même aussi dans le petit mobile qu'est l'Anonyme. Et puis, à travers tout ça, mais je pense que ça a quand même un lien direct avec l'injection assistée. Donc, pour resituer un petit peu avec toutes les personnes qui sont là aujourd'hui, quand on parle d'injection assistée, on parle vraiment donc de personnes qui vont consommer des substances, mais qui ont besoin d'un soutien à l'injection. En ce moment, dans les services de consommation supervisée, donc ça peut être autorisé. C'est vraiment selon la décision, en fait, des sites. Par contre, il y a vraiment plusieurs obstacles légaux, finalement, en lien avec cette pratique-là. Mais déjà, je souhaiterais mentionner que d'emblée, accorder en fait l'injection assistée en service de consommation supervisée, c'est un pas direct et incontournable en fait pour l'accessibilité aux services aussi. En fait, cette pratique-là contribue directement à réduire les risques qui sont liés à la santé. Donc, on parle par exemple de la capacité déjà à accéder à un espace sécuritaire de prévention des surdoses, mais également à prévenir la transmission d'infections. On sait, entre autres, que l'injection assistée a été associée au partage de matériel de consommation, etc. Donc, de la prévalence aussi des risques de transmission du VIH, de l'hépatite C, pour n'en nommer que quelques-uns. Il y a quand même d'excellentes, en fait, recherches canadiennes là, qui ont été publiées durant les dernières années. Je pense à Toronto Overdose Prevention Society, South Riverdale Community Health, qui ont rédigé, entre autres, sur l'injection assistée, tout comme Arches aussi en Alberta, et qui ont mis aussi la prévalence de plusieurs populations, finalement, qui ont recours à l'assistance à l'injection. Entre autres, il y a beaucoup de femmes qui sont dans des situations où ils ont besoin d'un soutien à l'injection, par exemple, ou qui vont désirer avoir quelqu'un qui puisse être avec eux pour pouvoir les aider les soutenir, finalement, dans la consommation. Donc, ça soulève énormément de questions et d'importance qu'il faut qu'on accorde à l'égalité des genres dans l'accès, finalement, aux services de consommation supervisée. Il y a également beaucoup de jeunes, des personnes aussi qui ont des limitations physiques, des personnes qui peuvent avoir des difficultés en lien avec les techniques d'injection, etc., ou qui ont simplement des rituels là, qui intègrent une tierce personne. À Montréal, et c'est là que je pense que ça devient intéressant de voir comment est-ce que ça s'articule au niveau des différents services de consommation supervisés. En fait, on a déposé simultanément la demande pour pouvoir autoriser l'injection assistée en SCS avec la demande aussi pour le partage de doses. Donc, Corey nous parlait préalablement des enjeux en lien avec le partage de doses, et je pense que c'est important de pouvoir resituer le fait que même en ce moment, dans le cadre de l'injection assistée, 2 personnes qui se présentent pour pouvoir s'en prévaloir, en ce moment, doivent préparer leur substance, retourner à l'extérieur pour aller séparer leur dose, revenir à l'intérieur. Et à travers ce parcours-là qui nous semble incohérent pour plusieurs équipes qui sont sur le terrain actuellement, ce qui arrive, c'est qu'il y a des personnes qui parfois vont finir par consommer aussi à l'extérieur et qui ont vécu des surdoses dans ce type de contexte-là. Donc, c'est un des exemples sur lesquels je pense qu'on a beaucoup à faire. Et effectivement, si on était dans un modèle régulatoire complètement différent au niveau des substances, on n'aurait probablement pas à composer, en fait, avec ces enjeux-là. Donc, ceci pour dire que les groupes, finalement, après des échanges là, à différents niveaux, ont décidé d'aller de l'avant avec l'autorisation de l'injection assistée, même si le partage de doses n'était toujours pas autorisé. Mais il faut savoir que les personnes actuellement qui, par exemple, pourraient soutenir quelqu'un dans son injection ou dans sa consommation s'exposent à des risques légaux puisqu'ils pourraient faire l'objet d'une enquête criminelle
advenant une complication ou un décès. Et c'est ici que j'aimerais juste rappeler, en fait, le fait qu'aller à un service de consommation supervisé, c'est faire le move de prendre soin de sa santé, de sa sécurité et de sa vie. Et en ce sens-là, je pense qu'on doit vraiment mettre un maximum de moyens en place pour réduire les barrières d'accès. Le cadre de pratique, en fait, là, qui chapeaute les services de consommation supervisée, mais qui chapeaute de façon plus générale le système de régulation des substances, doit être en phase avec les pratiques de consommation dans la communauté sans qu'on ait de crainte de représailles légales. C'est primordial. Donc, actuellement, je pense qu'on a énormément de questions à se poser là-dessus. Je sais qu'il y a des échanges aussi à travers le Canada pour des personnes, entre autres, qui réfléchissent à la possibilité de pouvoir fournir une assistance à l'injection, par exemple, ou à la consommation par les équipes en service de consommation supervisée. Je pense que c'est des questions auxquelles il faut qu'on prête une attention puis une oreille, en fait, ouverte. Il y a beaucoup, oui, d'enjeux certainement moraux, éthiques et légaux, surtout à commencer par le fait qu'en ce moment, avec l'approvisionnement qui est imprévisible et qu'il n'est pas sécuritaire, il y a plus de risques de surdose. Mais il y a encore certaines pratiques, je pense à certaines infirmières qui se sont, par exemple, qui ont considéré la possibilité de pouvoir installer un papillon là, pour que les personnes puissent plus facilement compléter leur injection si elles ne sont pas en mesure de le faire aussi. Ça peut être une des pratiques qui pourraient permettre justement un meilleur accès. Mais ce n'est pas tout. Puis je pense que c'est un petit exemple et qu'on a beaucoup plus de considérations à avoir au niveau des politiques, évidemment, qui encadrent les drogues et, par extension, qui encadrent les services de consommation supervisés. Donc là-dessus, je laisse la parole, en fait, au groupe. Puis dans tous les cas, continuez votre beau travail, s'il vous plaît, tout le monde. Puis ayez une pensée pour les personnes qui, à chaque jour, sont en deuil aussi pour leur communauté. Merci. Thank you very much, Kim. And we have some time now for a Q&A.